Salut Marie-Juliette. Salut Marc. Aujourd'hui, on va parler des films Disney qui mettent en scène des animaux et qui sont sortis à partir des années 70. La dernière fois, on avait fait tout ce qui était avant et maintenant, on enchaîne sur ce qui s'est fait après les années 70. Et là, je vais commencer en 1973 avec Robin des Bois, alias Robin Hood. Dans ce film, en toile de fond, est abordée la satire sociale. Ça tombe bien, comme tout ce qui entoure le renard dès le roman de Renard, il y a aussi ça dedans. Tous les personnages sont des animaux. Et c'est une grosse image, une grosse métaphore à chaque fois des classes sociales. En gros, les pauvres contre les riches, les puissants contre les pauvres, les simples d'esprit contre les cultivés, beaucoup de choses comme ça. C'est ça qui affleure dans Robin des Bois en 73. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant avec Robin des Bois, c'est que le personnage principal, c'est un renard. Et ça va pas être la seule occurrence de cet animal dans les Disney. On a notamment un renard dans Pinocchio. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Pinocchio, ça va être un méchant secondaire. Donc, c'est vraiment le côté juste roublard et rusé, mais plutôt sur le versant négatif qui va être utilisé, alors que Robin des Bois, en fait, il va être très probablement choisi comme un renard parce que ça va être un personnage justement très malin, mais c'est plutôt l'aspect positif de ce trait de caractère qui est utilisé pour représenter le personnage. Et on a également le renard qu'on retrouve dans Rox et Rookie, qui sort quelques années plus tard, et on le retrouve également pour le deuxième personnage principal de Zootopie, qui est en fait un renard, on va dire, qui est un peu arnaqueur, qui est un peu voleur, mais c'est un peu un bad boy, mais qui au fond est extrêmement gentil et que la vie a malmené, tourmenté, et qui fait qu'il en est arrivé à ce stade un peu malhonnête, pas forcément généreux à ce stade du film, mais il a un bon fond. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans les Disney, le côté malin du renard est très présent dans ces différentes incarnations de l'animal, mais sur différents degrés d'honnêteté, de gentillesse et de générosité. Et ce qui est intéressant aussi avec Robin des Bois, c'est que on a une figure méchante, le prince Jean, qui est censé être un peu le méchant du film parce qu'il va en fait écraser les pauvres d'impôts pour sa fortune personnelle. En plus, il a usurpé le trône à son frère Richard Cœur de Lion. Ouais. On comprend l'utilisation du symbole du lion. Et c'est drôle parce que, en gros, le vilain, il a pas de crinière. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et le bon roi, il a une crinière, c'est drôle. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que les méchants vont avoir des attributs de genre très particuliers. Ça va être soit des figures extrêmement masculinisées, soit extrêmement féminisées. C'est-à-dire que, en fait, les méchants, ils vont avoir une apparence qui ne correspond pas aux stéréotypes de genre. Donc par exemple, le prince Jean, il va avoir pas de crinière parce qu'il va être extrêmement dévirilisé, contrairement à son frère, le roi Richard. Et chose qu'on remarque aussi, c'est que les sbires du roi... Alors c'est un truc que j'ai remarqué moi-même, je sais pas s'il y a des interprétations officielles, mais c'est que des animaux exotiques, alors que les gentils de Robin des Bois, c'est des animaux européens. Donc pour les méchants, tu vas avoir des vautours, tu vas avoir des éléphants, un crocodile... Donc des animaux pas trop de chez nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous habillés en rose, qui est une couleur qu'on associe à la féminité. Ah, c'est intéressant, oui. Mais forcément, ça renvoie à des choses en sous-main presque, de manière un peu inconsciente. Exactement. Et d'ailleurs, chose intéressante, ça montre à quel point Disney influence les esprits enfants. Quand j'ai appris que le vrai Robin des Bois n'était pas un renard, ça m'a un peu choquée, tellement j'étais habituée à la représentation Disney. MJ, en 1977, l'année de sortie du tout premier épisode de La Guerre des Étoiles, ouais. Il y a The Many Adventures of Winnie the Pooh. Et oui. Donc c'est les aventures de Winnie l'ourson, aussi adapté d'une œuvre littéraire. Voilà, en l'occurrence de Alan Alexander Milne. Figure-toi que Bernard et Bianca est sorti la même année. Et oui, ouais, totalement. D'après les romans de Marjorie Champ. En anglais, le titre anglais c'est The Rescuers, les sauveurs. Rescuers, oui. 1980, et c'est là que peut-être ce que tu disais sur la tristesse, 1980 c'est Rox et Rookie. Oui, c'est ça. The Fox and the Hound, c'est le ça, renard oui. et le chien de chasse. Oui, c'est un peu plus mélancolique, voire très sombre. Les suivants, en particulier début des années 80, milieu des années 80, c'est parmi les œuvres les plus, on peut dire glauques pour certaines que Disney a créées, ouais. 85, Taram et le chaudron magique. Ça, c'est un très bon exemple. The Black Cauldron. Ouais, ça, c'est Pourquoi un très bon exemple. Le méchant est en fait une sorte de zombie cadavre. Sa tête, c'est juste un crâne et il s'appelle
Il porte le doux sobriquet de Seigneur des Ténèbres. Ouais. Avant Voldemort, ouais. Ok, d'accord. 86, Basile, détective privé. Alors, Voilà, encore une souris. libre adaptation de Sherlock Holmes, donc des œuvres d'Arthur Conan Doyle. Et là aussi, très très glauque parce que, comme pour Sherlock Holmes, on est dans l'Angleterre victorienne. Avec une ambiance plutôt nocturne, on va dans les bas-fonds. Et le méchant est un rat qui a une apparence assez monstrueuse et un comportement qui va bien avec son physique. 89, tiens-toi bien, c'est la petite sirène. Et voilà, et c'est là le renouveau. The Little Mermaid, et c'est là que tu dis. Et c'est là qu'on considère que commence le second âge d'or de Walt Disney, ouais. C'est un peu le moment où, fin des années 80, début des années 90, la franchise a commencé à se renouveler et ils ont vraiment pu, à partir de 89-90, reproposer des dessins animés qui convenaient beaucoup plus aux familles, aux enfants. Et La Petite Sirène, c'est aussi très intéressant parce que c'est un autre exemple de ce qu'on appelle les princesses Disney, donc avec une héroïne qui va avoir un peu les caractéristiques des princesses, qui va bien chanter, qui va être belle, qui va avoir des petits animaux mignons. C'est l'histoire de la MJ 1994, The Lion King. Pareil, là c'est peut-être un des Disney les plus emblématiques de tous les temps. Et moi j'avais pas percuté, mais je lis que c'est d'après Hamlet de William Shakespeare. C'est d'après Hamlet, alors c'est une adaptation très Le Roi libre, Lion. mais on a un peu le scénario d'Hamlet avec un roi qui se fait trahir par son frère et le fils qui doit venger la mort de son père en affrontant son oncle. Ouais. On est beaucoup plus loin dans la chronologie, mais ça me semblait important d'en parler après Bambi, puisque dans Le Roi Lion, on a également un événement très important qui est la mort d'un parent. En plus d'une mort assez cruelle, comme l'a été la mort de la mère de Bambi, tuée par le chasseur. Pour ceux qui connaissent pas Le Roi Lion, ça raconte l'histoire d'une troupe de lions dans un pays africain, probablement inspiré du Kenya. D'ailleurs, la plupart des noms en fait viennent du Swahili, qui est une des langues officielles du Kenya, notamment Simba, qui signifie lion, tout simplement. Ça raconte l'histoire donc d'une troupe de lions avec un roi qui s'appelle Mufasa, qui est censé être très juste, très bien s'occuper des terres dont il est le roi. Il a un jeune fils qui s'appelle Simba, au tout début du film, qui est présenté à une sorte de foule de sujets, et on retrouve beaucoup d'herbivores, ce qui est assez rigolo quand on y pense. Et ce roi a un frère qui s'appelle Scar, ça vient de l'anglais qui veut dire cicatrice, il a une cicatrice sur l'œil. Et ce Scar est très jaloux. Il espérait pouvoir remplacer son frère en tant que roi, mais comme son frère a un fils, Simba, il y a la place du roi qui lui passe sous le nez. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va comploter, et en fait, pendant l'enfance de Simba, il va manigancer et faire en sorte que, il puisse assassiner son propre frère et faire porter le chapeau à Simba. Dans une scène très connue, il va lancer un troupeau de gnous sur Simba. Du coup, Mufasa va essayer de le sauver. Et en fait, en le sauvant, et pour échapper lui-même aux gnous, il va essayer de grimper sur une falaise. Et à cause de sa grosse taille, il va pas réussir à aller jusqu'au bout. Évidemment qu'il attendait en haut de la falaise Scar, qui, dans une très célèbre scène, va lui planter les griffes dans la patte et va lui dire « longue vie au roi » et le lâcher dans le vide. Et Simba, qui assiste à ça sans voir Scar, va être persuadé qu'il a tué son père. longue vie au roi. Et puis, en plus, Scar va faire semblant de consoler Simba et il va lui dire à ce moment-là que c'est lui qui a tué son propre papa. Ambiance. Et il va lui dire également que la seule manière pour lui de se sauver, c'est de quitter la troupe, de partir le plus loin possible. Et juste après, il lance les hyènes à sa poursuite, sans évidemment que Simba ne fasse le lien entre les deux. Et donc, la troupe de lions le croit mort. Et en fait, Simba, c'est un gros symbole, puisque ça montre en fait aussi cette histoire qu'on avait eue un peu avec Dumbo, d'outcast, c'est-à-dire de bouc émissaire, de paria, qui va accepter son destin, qui va reprendre en fait son titre, et qui va, à un prix assez dur, qui va être de défier son oncle, de reprendre le trône qui lui avait usurpé. Et donc on a un peu ce mélange entre l'initiation qu'on a dans Bambi et ce côté paria qui va faire de lui finalement un héros qu'on a dans Dumbo.
Moi, je retiens de ce film la célébrissime chanson de Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Oui, c'est vrai que Elton John a participé à ce film. Et il y a une autre chanson, je pensais que tu allais me dire celle-là, ça m'a étonnée, qui est extrêmement célèbre dans Le Roi Lion, qui est Hakuna Matata. Oui. Hakuna Matata, qui est interprété par deux personnages qui sont un peu les garants de l'humour dans Le Roi Lion. Ouais. C'est le Faco le et facochère le Suri. et le Faco et le Suri, c'est Le ça. facochère et le suricate. Timon et Pumba. Timon et Pumba, qui sont, en plus d'être les sidekicks, donc les compagnons un peu rigolos, vont être ceux qui vont recueillir Simba une fois que son père sera mort et il va grandir à leur côté avant de reprendre son titre de roi. Ouais. Timon et Pumba et Hakuna Matata, c'est une phrase célèbre en Swahili qui veut dire pas de souci. Pas quoi. de souci, c'est ça. Voilà. Hakuna Exactement. Matata, pas de problème. Répète après moi. Hakuna Matata. Quoi? Hakuna Matata. Ça veut dire pas de soucis. Hakuna Matata. C'est un peu le symbole du carpe diem, de tout va bien. C'est un peu une sorte d'équivalent moderne à il en faut peu pour être heureux qu'on a dans le livre de la jungle, qui est chanté par l'ours Balou. Ouais. Allez, 95, je vais vite. Il y en a beaucoup, il y en a 4 qui sortent, dont 2 que je vais retenir. Alors, il y a Dingo et Max, il y a Gargoyles, les anges de la nuit, Gargoyles, les gargouilles. Mais il y a surtout Pocahontas, Pocahontas, une oui. légende indienne qui est inspirée d'une histoire vraie, si je dis Qui est pas de inspiré bêtises. d'une histoire vraie et qui, pour moi, est très critiquable, notamment parce que autant pour moi l'utilisation de contes ou d'histoires fictives complètement édulcorées, je trouve ça totalement Niais. non légitime, au contraire. Ça me paraît normal de s'en inspirer pour des histoires un peu légères. Autant Pocahontas, il y a une grosse distorsion de la réalité, À savoir. notamment sur son âge. Le personnage du film, du dessin animé, on peut considérer une adulte et elle est totalement consentante dans ses actes, on va dire. Alors que la vraie Pocahontas, lorsque l'histoire qui est racontée par le film se passe, elle était âgée que de 12 ans. Et il y a aussi une suite, Pocahontas 2, où elle se rend à Londres. Et en fait, elle a effectivement été emmenée à Londres à 17 ans, mais de force, et elle est morte là-bas d'une maladie assez grave. Je ne saurais plus te dire si c'est tuberculose La variole. ou de la petite vérole, mais c'est ce style-là, ouais. La même année est sorti Toy Story. Alors, Toy Story, 95. c'est ce qu'on appelle un Pixar. Donc là, c'est en plus hyper révolutionnaire parce que c'est le premier film d'animation en 3D fait par ordinateur. C'est le premier film entièrement réalisé en images de synthèse. Ouais, Nous exactement. sommes en 1995. Donc ça fait 30 ans. Toy exactement. Story. Ah oui, et puis il n'y a plus les habitudes de C'est ce ça. que moi j'aime pas chez Disney Les et gimmicks, qui ne vaut que pour moi. les gimmicks Disney n'existent pas. C'est-à-dire vraiment le chez fait Pixar. qu'ils se sentent obligés de chanter Voilà, 5 c'est ça. ou 6 fois dans le film, C'est moi, ça. ça m'exaspère. C'est ça, Et exactement. Pixar, il n'y a plus ça. C'est ça, exactement. Et puis Pixar, ça reste de l'animation en images de synthèse. Disney reprend ça, évidemment, mais les codes classiques de type chanson, histoire quand même très manichéenne avec des gentils, des méchants, ça se finit très bien pour tout le monde. En tout Ça, cas, les ça, gentils. c'est Walt Disney. C'est très Disney Alors, et c'est ce qui reste alors Disney. Pixar est un peu plus réaliste et moderne. Et... Pixar peut être plus complexe. Il peut aborder des sujets beaucoup plus difficiles et pas comme Disney où il y a des trucs sombres mais qui sont fantastiques. Là, ils vont pouvoir Ouais. aborder des choses qui sont beaucoup plus réalistes, plausibles aujourd'hui ou dans un futur plus ou moins proche. 98, ton préféré, Mulan, Mon préféré, Mulan, oui, effectivement, oui. d'après un poème chinois. Du 5e siècle. En gros, c'est une fille qui va se battre pour sauver l'honneur de son père déguisée en mec. C'est ça, en fait, les Chinois sont dans le film, hein, parce que dans le poème, c'est pas forcément ce peuple-là, mais en tout cas, ils sont envahis par les Huns. Et en fait, tous les hommes sont mobilisés pour la guerre. Sauf que la famille de Mulan, il y a qu'une fille, Mulan, et le père a été combattant, mais Il est vieux. il boite en fait, il peut plus combattre, enfin il risque de se faire tuer sur le coup s'il se rendait à la guerre. Donc ce que fait Mulan, c'est que en cachette, elle va prendre l'armure de son père et elle va combattre à sa place. D'accord. Et c'est Ce faisant, elle le déshonore, ça commence très mal. Voilà, exactement. Elle tombe amoureuse dans le dessin animé du gars. C'est là qu'il y a un espèce de dragon C'est qui, ça. qui fait la taille d'un pauvre lézard C'est ça, qui exactement. s'appelle Mouchou. Exactement. Mouchou, c'est un des gardiens de la famille. Et lui, en fait, il a un peu merdé durant une... Réincarnation. Bah, en fait, il a fait que un des ancêtres de Mulan, on voit son fantôme d'ailleurs, c'est très drôle, s'est fait couper la tête. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que nous devons envoyer un vrai dragon pour retrouver Mulan. Donc du coup, les ancêtres lui font plus confiance du tout. Et pour sauver un peu son honneur à lui aussi, ben, il va
prouver de quoi il est capable en accompagnant Mulan. Mais en se faisant passer auprès de Mulan pour un esprit qui a été envoyé par les ancêtres de leur plein gré, on va dire. Donc il y a beaucoup de trahisons, de mensonges, de confiance brisée, mais c'est très drôle. Ouais, je m'aperçois que chaque année, du coup, il y en a plus un, il y en a 4 ou 5. Il y en a beaucoup, oui. Alors, il y a beaucoup de 2, Peter Pan 2, Cendrillon 2, toutes oui, ces années-là. Oui, à partir des années 2000, ils vont beaucoup capitaliser sur les suites, ouais. Donc beaucoup, donc tout ça, j'insiste pas, le livre de la jungle 2. Pas besoin. Ah oui, effectivement, je m'étais pas rendu compte. Stitch, ouais, Lilo et Stitch. Donc là, Lilo il et Stitch, y a un extraterrestre, ça c'était en 2003. C'est ça, ouais. Il y a Frères des ours aussi qui est sorti la même année, pareil en original. Pas mal, effectivement, j'en ai un souvenir. 2003, c'est la sortie de Nemo quand même, qu'on a complètement décortiqué dans notre grande série sur les poissons clowns. Bien sûr. Avec notre ami Corentin Garde. Bien sûr, oui. On a énormément décortiqué ce film Nemo 2003. Et en 2016, il y a une suite. Le monde de Dory, oui, exactement. D'accord. Et Nemo, au passage, mon Pixar préféré. Et qui m'a donné notamment le goût du monde marin. Pour dire à quel point les Disney, ça marque. C'est fou, tu as le monde de Dory sur la même année que Vaiana. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties en 2016, ouais. Il y a eu aussi Zootopie. C'est quoi Zootopie, ça raconte quoi ? Alors Zootopie, c'est une ville... en fait, ça raconte un monde fictif avec que des animaux, pas d'humains, mais des animaux anthropomorphisés qui font exactement la même chose que les humains. Ils ont des vêtements, ils ont des métiers. Et il y a une grande fracture entre deux clans. Il y a les proies et les prédateurs. Avec pendant des milliers d'années les prédateurs qui ont évidemment opprimé les proies. Et en fait, au début du film, la société est plutôt égalitaire, mais évidemment, chaque clan va un peu avoir ses clichés. Et ça suit le parcours d'une jeune lapine, donc qui est une proie, qui rêve de devenir policière. Ce qui est en fait quasiment impossible pour les petites proies. Et en fait, elle va finalement réaliser son rêve et elle va aller dans la ville Zootopie, donc qui vient de zoo, animal, et topie, un peu utopie, où en fait tous les animaux s'entendent, en théorie tous les biotopes, tous les écosystèmes vivent ensemble. T'as une zone de glace, t'as une forêt tropicale, un désert. Et en fait, elle va résoudre une enquête où des prédateurs disparaissent mystérieusement. Et en fait, ça va complètement bouleverser sa manière de voir ce monde un peu binaire. Ok, MJ. Alors moi, je vais t'enchaîner sur Vaiana, qui incarne le féminisme et l'écologie. Les deux sont très liés. Je renvoie à la série que j'avais faite avec Pascal Derme au tout début de Baleine sous gravillon, où elle explique, elle a écrit plein de bouquins là-dessus, Pascal, que souvent, féminisme et lutte pour une meilleure prise en compte et une défense du vivant sont très liés. Puisque d'une certaine manière, en tout cas selon les thèses de l'écoféminisme, les femmes ont été maltraitées comme ont pu l'être les espèces et le vivant en général. C'est ça qu'on raconte dans cette série consacrée à l'écoféminisme. Et pour en revenir à Vaiana en 2016, eh bien c'est une femme qui éclate ce stéréotype de la princesse passive qui attend qu'on vienne la délivrer ou que sais-je, etc. Elle est hyper proactive, elle navigue, elle apprend à naviguer et elle est très attentive à prendre soin de la nature. C'est étonnant comme les Disney, sans surprise, ont épousé les valeurs de toute une époque. Ce qu'on retrouve dans d'autres films, je pense à Avatar, Bien sûr, qui est un des films les plus écolos que je connaisse. Aussi, oui. Après, Avatar a eu pas mal de critiques sur ce qu'on appelle le syndrome du sauveur blanc. C'est cette idée selon laquelle des peuples autochtones auraient besoin d'un homme, souvent, ou en tout cas d'une personne d'origine occidentale, souvent de peau blanche, pour en fait restaurer l'harmonie, faire face à la colonisation, les guerres. Et donc, c'est quelque chose qui a pas mal été reproché à Avatar. Et c'est quelque chose que Vaiana n'a pas, puisque ça se concentre uniquement sur un peuple polynésien. Il n'y a pas du tout de personnages européens dans ce film. C'est vraiment centré sur la culture polynésienne en général. Et Vaiana, contrairement à Avatar, où tu as une histoire d'amour entre ce personnage américain et la fille du roi dans Avatar, ou la fille du chef de clan, là, il y a vraiment juste une jeune fille... Qui n'est pas de la même espèce. Qui n'est pas de la même espèce, voilà, ce qu'on appelle les Na'vi dans Avatar. Voilà, on rappelle que ce personnage qui est handicapé dans sa forme humaine parvient, grâce à la technologie, à renaître dans cette forme d'autres espèces. C'est ça, exactement. Une sorte de géants bleus qui ressemblent un peu à des félins. Et qui vivent en harmonie avec la nature, bien sûr. Les Na'vi. Exactement. Dans Vaiana, on a vraiment juste l'histoire d'une jeune fille qui est effectivement une princesse, parce qu'elle est fille de chef, mais elle n'a pas du tout les stéréotypes qu'on associe à certaines princesses comme Blanche-Neige, où elle est passive, où elle attend le prince charmant. Non, c'est une jeune fille extrêmement courageuse qui va défier son père, qui refuse que son enfant voie le monde. Et en fait, cette jeune fille, elle va avoir pour mission, c'est sa grand-mère qui lui donne cette mission, de rendre à la déesse de la nature Te Fiti le cœur qui lui a été volé.
Et donc, on pourrait supposer que c'est un peu une métaphore de la restauration de l'océan, et on peut effectivement supposer que c'est un peu une métaphore de l'écologie. Dans la police, le partenariat est la pierre angulaire du succès. MJ, j'aimerais terminer cet épisode en parlant des sorties de 2025, qui sont très importantes. Il y a eu Blanche-Neige, mais c'est le remake filmé, oui, avec c'est ça. Gal Gadot dans La Méchante Reine. En tant que méchante reine, exactement. Et Rachel Zegler. Zegler, exactement. Ouais. Oui, parce qu'on l'a pas évoqué, mais effectivement, à partir... Lilo et Stitch, pareil, en... Ouais. Je sais pas comment dire, en... On dit des live action. En fait, c'est quand tu transformes le dessin animé en film. Donc tu peux avoir aussi des images de synthèse, mais l'essentiel, ça va être des prises de vue réelles, donc avec des vrais acteurs qui vont réincarner les personnages. Zootopie 2. Zootopie 2, alors pour le coup, lui, je l'attends avec impatience, vu à quel point j'avais énormément apprécié le premier. Et Zootopie, d'ailleurs, je croyais au départ que c'était un Pixar, parce qu'il a vraiment plus l'ADN Pixar en termes de thématiques et de manière de traiter les sujets. Et puis, par exemple, il n'y a pas de chansons. Alors que c'est les trucs vraiment emblématiques des Disney, évidemment. On doit résoudre l'enquête. On va pas mourir pour ça. Jodie! Bonne chance, je vous adore. C'est bien, ça montre que les Disney évoluent au bout de presque 80-90 ans d'existence, et c'est d'ailleurs en l'honneur de la sortie de cette suite Zootopie 2 qu'on a voulu faire, toi et moi, cette série. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. À partir de maintenant, on va s'attaquer à des thèmes plus profonds, plus importants peut-être, comme le rapport des humains aux animaux, le racisme, ou encore même les questions LGBTQI+, dans les dessins animés Disney. On va parler de stéréotypes, on va parler de préjugés, d'idées reçues, d'idées fausses parfois, mais aussi d'acceptation, voire de militantisme. D'ici là, cher MJ, prends soin de toi. Salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.